Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Le laboratoire Servier obtient le report du procès pénal du Mediator. Les quelques 600 parties civiles espéraient recevoir une réparation rapide devant le tribunal correctionnel de Nanterre. L'image d'unité au sommet de l'OTAN qui s'est achevé à Chicago, dernière étape du premier marathon diplomatique international de François Hollande. La France qui se retirera avec 2 ans d'avance de la mission de combat n'a semble-t-il pas froissé ses partenaires. Alexis Tsipras, le leader de la gauche radicale grecque, rencontre à Paris Jean-Luc Mélenchon. Le maintien ou pas de la Grèce dans la zone euro est suspendu au résultat des nouvelles élections du 17 juin. La sortie de la Grèce n'est plus une question taboue pour de plus en plus de responsables politiques. Et ce sera le débat du 19 h ce soir avec plusieurs économistes pour et contre. Une nouvelle fois, une QVC bloque un procès, une question prioritaire de constitutionnalité, l'arme juridique utilisée aujourd'hui par le laboratoire Servier pour repousser le premier procès pénal du Mediator, le médicament accusé d'avoir causé au moins 500 morts. Le tribunal de Nanterre, présidé par Isabelle Prévost-Després, a estimé, aux grandes dames des victimes, que la requête était fondée car une autre instruction visant Servier est en cours. Explication, Alexandra Colino. Les victimes espéraient un procès rapide pour être indemnisées au plus vite. Mais elles devront attendre encore au moins 3 mois de plus. La présidente de la 15e chambre du tribunal de Nanterre a accepté cet après-midi de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les avocats de Jacques Servier. Beaucoup d'amertume et puis beaucoup de haine après cet homme. Voilà. Pour moi, c'est un assassin. Je m'excuse, mais c'est un assassin. C'est une bataille de procédure qui commence, justifiée par l'impossibilité de juger un même dossier dans plusieurs tribunaux. Car Jacques Servier est déjà mis en examen à Paris pour les mêmes faits de tromperie aggravée. La justice étant saisie, ce sont les règles du procès qui doivent s'appliquer et non pas celles d'un débat médiatique grotesque, manichéen et perverti par des comportements qui n'auraient pas dû être. Pour Marie-Christine Blandin, membre de la mission d'information sur le Mediator, la défense cherche surtout à gagner du temps. Quand les gens ont peur de perdre sur le fond, ils cherchent des arguments procéduriers. On s'attendait à des choses comme ça, on ne savait pas ce qu'ils allaient trouver. Voilà, ils ont trouvé quelque chose de bien mince. C'est toujours des façons de gagner du temps, de provoquer des différés, d'entraver et de retarder la punition en quelque sorte. Une nouvelle audience a été fixée au 14 décembre. Le procès pourrait reprendre à cette date. Et l'argument des QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité, a déjà été mis en avant, on le sait, dans d'autres procès, notamment pour harcèlement moral ou sexuel. François Hollande se dit satisfait de sa première grande sortie internationale qui lui a fait enchaîner tête-à-tête avec Barack Obama, sommet du G8 et puis sommet de l'OTAN, où il est arrivé d'ailleurs en retard d'un quart d'heure pour la dernière séance aujourd'hui. La volonté de la France de retirer d'Afghanistan ses troupes combattantes, seulement elle, fin 2012, n'a pas suscité de tension à Chicago, où les Alliés ont adopté tout à l'heure leur déclaration finale, le président américain affirmant que les Afghans ne seront pas abandonnés. Marie Brémaud. 2 jours de négociations et encore aujourd'hui une réunion pour trouver un consensus sur le plan de retrait des troupes alliées. Objectif, quitter l'Afghanistan en douceur tout en respectant les voies divergentes, y compris celle de la France. François Hollande s'est engagé durant la campagne à un retrait anticipé, soit avant la fin 2012. Mais face aux réalités financières et diplomatiques, le nouveau président a dû transiger sur certains points. En 2013, demeureront uniquement des formateurs pour les forces de police et pour les cadres de l'armée afghane. Message pragmatique de bonne volonté à l'encontre d'Hamid Karzai, le président afghan rencontré en marge du sommet de l'OTAN. Maintenir des soldats français sur place au-delà de l'horizon 2012, c'est juste indispensable, s'accorde à dire l'ensemble des experts. Car il faut organiser le départ de 3400 hommes, 900 véhicules, dont 500 blindés, rien que pour la France. Cela nécessite une logistique importante qui a un coût. Par exemple, pour évacuer le matériel, les Français devront louer à la Russie ou à l'Ukraine des avions cargo seuls capables de transporter les chars et véhicules. Une seule heure de vol coûte 30 000 €.
Le président français n'est pas le seul à avoir fait des promesses. Barack Obama s'est engagé au retour de 23 000 soldats avant la fin septembre 2012, soit 2 mois avant l'élection présidentielle américaine. Difficile pour les chefs d'État de concilier promesses électorales et réalité du terrain. Un détenu profite de la présence de Christiane Taubira pour prendre la belle. La nouvelle ministre de la Justice assistait vendredi, lors de sa première sortie officielle, à un tournoi de basket dans le cadre d'un programme de réinsertion. Un ressortissant géorgien condamné pour vol et le recel a profité de sa permission de sortie sportive pour disparaître donc dans la nature. Libérable en juillet 2013, il a été inscrit depuis au fichier des personnes recherchées. Christiane Taubira ne se représente pas aux législatives en Guyane, mais 24 ministres le sont. Une partie qui s'annonce difficile pour certains d'entre eux, comme d'ailleurs pour certaines figures de l'UMP. Paul Bouffard. Tout ministre battu ne restera pas au gouvernement. Le message est clair, Jean-Marc Ayrault et 25 de ses ministres sont en première ligne pour le 3e tour de la présidentielle. Et pour certains, le combat sera serré, notamment pour le nouveau ministre de l'économie Pierre Moscovici dans le Doubs. En 2007, il n'avait remporté son siège qu'avec 750 voix d'avance. Depuis la 11e circonscription des Yvelines, ancrée à droite, Benoît Hamon doit faire la différence face au député sortant Jean-Michel Fourgousse. Difficulté aussi pour Stéphane Le Foll. Le ministre de l'Agriculture aura fort à faire dans l'ex-circonscription de François Fillon. Désormais aux affaires sociales dans le gouvernement, Marisol Touraine va devoir se battre dans l'Indre-et-Loire, terre de droite, pour conserver son portefeuille. Top départ aussi pour l'UMP et les leaders de l'ancienne majorité présidentielle s'inquiètent. Comme Jean-François Copé en Seine-et-Marne, il pourrait être confronté à une triangulaire qui lui avait coûté la victoire en 1997. Situation encore plus compliquée pour Xavier Bertrand dans l'Aisne. Dans ce département, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de la présidentielle. Le 6 mai, François Hollande avait fait un large score, 52,4% des voix. Le 10 juin, pas de cadeau pour François Bayrou. Le patron du Modem est mis à mal sur ses terres. Au total, 10 candidats dont une socialiste et un UMP se présentent face à lui. Et au Sénat, Nicole Bricq, qui a été nommée ministre de l'écologie, sera remplacée par l'écologiste Hélène Lipietz, qui était la 4e de liste sur la liste donc de la gauche et des écologistes, liste présentée lors des élections sénatoriales en Seine-et-Marne. Nouvelle enquête sur les pratiques libertines de Dominique Strauss-Kahn, mais sur des soupçons de viol en réunion. L'investigation demandée par le parquet de Lille pour des faits qui se seraient déroulés à Washington fait dire aux avocats de DSK ce soir que leur client est victime d'un acharnement invraisemblable. Jean-Luc Mélenchon déplore que son alter ego grec de passage à Paris ne soit reçu par aucun membre du gouvernement ou du Parti socialiste, qu'il qualifie à nouveau de parti de Papandréou. Le leader du Front de gauche s'est lui affiché aux côtés d'Alexis Tsipras, l'un des vainqueurs des dernières élections et toujours favori des prochaines. Julie Dingeloff. Première étape de sa tournée européenne à Paris pour celui que l'on appelle le Mélenchon grec. Et c'est justement le leader du Front de gauche qui l'a accueilli à l'Assemblée nationale. Encore inconnu en France et en Europe, Alexis Tsipras devrait beaucoup faire parler de lui ces prochaines semaines. À 37 ans, le vice-président de la gauche européenne a créé la surprise aux législatives du 6 mai, arrivant 2e avec 16,8% des voix. Lors des nouvelles élections de juin, le jeune leader pourrait bien se retrouver à la tête du pays. Cette possibilité effraie déjà les créanciers de la Grèce. Pro-européen, il est pourtant farouchement opposé au plan de rigueur imposé par l'Union européenne et le FMI. C'est la politique du mémorandum qui a conduit au désastre humanitaire et à l'effondrement de l'économie grecque. Et qui peut la conduire à la sortie de la zone euro et non le contraire. Tsipras a reçu un soutien appuyé de Jean-Luc Mélenchon qui ne croit pas à une sortie de la Grèce en cas de non-respect de ses engagements. Il n'existe aucune disposition dans le traité de Lisbonne qui permet aux pays de la zone euro de chasser de la dite zone un autre pays. Après un meeting en plein air avec Jean-Luc Mélenchon, Tsipras devrait continuer sa tournée à Berlin à la rencontre des leaders du parti de gauche allemand. Et Berlin a démenti aujourd'hui à nouveau avec force une prétendue suggestion allemande d'un référendum sur l'euro en Grèce. Alexis Tsipras, tout à l'heure à Paris, donc, dénonce lui une volonté d'ingérence d'Angela Merkel. Les ministres allemands et français des Finances, Wolfgang Schäuble et Pierre Moscovici, déclarent
qu'il faut tout faire pour garder la Grèce dans l'union monétaire. Les invités du 19h, 3 économistes, donc Jacques Généreux, bonsoir, et par ailleurs, secrétaire national du Front de gauche, Roland Laskin, bonsoir, rédacteur en chef au Figaro Bourse. Et puis Jean-François Robin est avec nous également, stratégiste chez Natixis. Bonsoir, merci à tous d'être avec nous. D'abord, messieurs, est-ce que vous partagez donc cette position franco-allemande réaffirmée il y a quelques instants? Il faut tout faire pour garder la Grèce dans l'euro et dans la zone euro. Jacques Généreux. Bien, écoutez, il faut, si possible, en effet, garder la Grèce dans la zone euro, mais surtout pas, comme l'a déclaré François Hollande, en disant dans la fin de la phrase qu'elle doit respecter ses engagements. Il n'est pas le seul à le dire, hein. Puisque c'est contradictoire. Il n'est pas le seul à le dire. Voilà. La Grèce ne pourra pas rester dans cette zone si le prix à payer est la soumission à des plans d'austérité qui sont parfaitement C'est la position réaffirmée il y a quelques instants, je le disais, par le leader de la gauche radicale grecque, Monsieur Tsipras, avec qui vous étiez. Alexis Tsipras. Nous soutenons entièrement sur cette position. Alors, faut-il tout faire pour garder la Grèce dans l'euro? Qu'en dites-vous, Roland Laskin? Écoutez, on peut le souhaiter, mais il faut voir également le coût de cette opération. Il faut savoir que l'exposition totale, les engagements totaux du secteur public et privé sur la Grèce en Europe, c'est 500 milliards d'euros, à peu près 310 milliards pour les États, le reste pour les banques. Donc on peut le souhaiter, mais ça paraît difficile dans l'état actuel des choses, sans une renégociation complète. Mais de toute manière, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, qu'on trouve les moyens pour combler ce trou énorme qui est créé par la présence de la Grèce dans l'euro. Donc on peut le vouloir, mais il faut encore pouvoir le financer. Jean-François Robin. Oui, faut essayer de la conserver. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même assez coûteux à la fois de la garder et à la fois qu'elle s'en aille. Hein. C'est pas sans risque si elle s'en va, puisque c'est sans doute 3 points de PIB qui seraient perdus. Maintenant, c'est vrai aussi que la Grèce est dans une impasse, on le voit bien. Donc la situation n'est pas simple. Il faut sans doute pas continuer sur le même mode de ce qu'on vient de faire, mais à la fois, ce serait coûteux qu'elle sorte. Alors, Paris et Berlin donc sont d'accord. Il faut tout faire pour garder la France dans l'Union, mais Athènes doit tenir ses engagements. C'est ce qu'a précisé Jacques Généreux tout à l'heure. Pierre Moscovici, qui était en déplacement à Berlin. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Alors, vous avez déjà répondu non. Ah oui, bien Généreux. Je peux en deux mots préciser pourquoi. Et ensuite, on vous donnera de contre-arguments, j'imagine. Est dans une situation d'insolvabilité depuis maintenant près de 3 ans. La réaction adoptée par les Européens, soi-disant pour l'aider, au lieu de l'aider, ont consisté à lui imposer des plans d'austérité qui n'ont fait que la plonger dans une récession durable et donc dans l'effondrement de ses finances publiques. Donc la logique qui veut que sur un pays, je parle de la situation de crise, pas la situation en temps normal, dans une situation de crise et de surendettement et d'insolvabilité, tout économiste sérieux sait qu'on ne sort de la crise que par 3 types de solutions qui doivent être combinées. La restructuration, c'est-à-dire l'annulation partielle et immédiate, négociée d'une partie de la dette. Ce qu'on a fini par faire, mais seulement au bout de 3 ans. Pendant le temps, la dette s'aggravait. Deuxièmement, la monétisation, c'est-à-dire le recours à la Banque centrale pour racheter une autre partie de cette dette et pour financer à court terme l'État qui n'a de ce fait plus besoin d'aller emprunter sur les marchés financiers. Et troisièmement, le soutien, la relance absolue de l'activité. Vous ne demandez aucun effort aux Grecs. Et de l'emploi. Mais si l'effort qu'il fallait demander aux Grecs, c'est quoi? C'est pas de couper les salaires et de supprimer les retraites, ce qui est idiot, ça ne fait que provoquer l'effondrement. L'effort qu'il fallait demander aux Grecs, c'était de prélever à nouveau l'impôt sur les armateurs, de prélever l'impôt sur les églises, de prélever l'impôt sur les riches, bref, d'appliquer leur propre loi fiscale. Et il fallait être intransigeant là-dessus en disant on vous aide à condition non pas que vous baissiez vos dépenses, on va même vous aider à les augmenter dans tout ce qui est utile pour soutenir votre économie. Mais ce qu'on vous demande, c'est que vous leviez l'impôt. Donc vous reconnaissez bien les failles de l'État grec en tous les cas. Il y a une défaillance en matière de recettes publiques et pas un excès de dépenses. Très bien. Sur les engagements que doit tenir la Grèce, qui veut les justifier ici? Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la Grèce est en crise pour une raison. Hein. C'est elle qui s'est mise en crise. On n'a pas créé cette crise-là. Elle était pour beaucoup d'excès quand même. S'est mise toute seule un peu dans cette situation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut pas. C'est sans doute bête. Il ne faut pas tout jeter dans ce programme de réforme. C'est-à-dire que je suis un peu d'accord qu'ajouter en ce moment de l'austérité, de baisser le SMIC, ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, de libéraliser certaines professions. Pourquoi les pharmacies sont fermées le samedi, le lundi, le mercredi en Grèce? Le fait de libéraliser ça va plutôt créer de la croissance plutôt que de la récession.
Non, je crois qu'imposer des efforts permanents, ça n'a pas de sens, ça n'a pas tellement de sens non plus de savoir qui a tort, qui a raison, c'est la faute à qui, c'est la faute à quoi. Ce qui est sûr, c'est que demander à la Grèce de rester dans l'euro avec la même monnaie des Allemands qui sont champions du monde dans à peu près tous les secteurs industriels, ça paraît pas très sérieux. On a vu l'Argentine il y a pas très longtemps, il y a une petite décennie, c'était le cas également avant. Pour sortir de cette crise, finalement, il faut pouvoir jouer sur la valeur de la monnaie, il faut pouvoir dévaluer sa monnaie, retrouver de la compétitivité. Et on voit mal comment on peut laisser la Grèce dans ce corset de contraintes qui est de plus en plus insupportable avec la même monnaie. Donc la sortie, c'est la raison pour laquelle sur les marchés financiers, finalement, la sortie de la Grèce de l'euro n'est plus tellement tabou parce que c'est finalement la sortie la plus naturelle, douloureuse pour tout le monde, on pourra en parler. On va en parler, pour nous aussi. Mais finalement, c'est une sortie assez naturelle. Alors, que veulent les Grecs? Rester dans l'euro, mais sans l'austérité qui les étrangle. Hélas, les deux ne sont pas dissociables. C'est ce que réaffirment aujourd'hui encore donc, les autorités européennes. Que veulent les Grecs? Eh bien, leur position est-elle si claire que ça? Nous vous posons la question, Angélique Kourounis. Vous êtes à Athènes pour Public Sénat. Angélique? D'abord, je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Les pharmacies sont ouvertes le lundi et le mercredi de 8h à 15h simplement. Donc ils font leurs 8h mais sur un horaire décalé. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'était juste une petite rectification, les Grecs veulent rester dans l'euro, tous les sondages le disent, à 82%, mais ils veulent des programmes qui fonctionnent. Votre premier intervenant l'a très bien souligné, c'est il faut effectivement lever l'impôt, mais lever l'impôt là où il y a l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, ni par les autorités grecques qui n'ont pas les capacités de le faire. Il faut refaire l'administration. Et il y a en ce moment en Grèce des technocrates français qui sont en train d'essayer de réformer l'administration grecque. Et il faut aussi prendre l'argent là où il est. Or, c'est pas du tout ce qui a été fait ces 2 dernières années. Ce qu'on a fait ces 2 dernières années, c'est faire des coupes horizontales absolument dramatiques, des retraites de 400 € qui ont été ponctionnées, des retraites à 600 €. On a baissé le SMIC qui est devenu imposable. Les moins de 25 ans touchent encore moins que les autres. On en est à Athènes maintenant à des salaires de 200 € par mois pour 8 heures de travail par jour, 5 jours sur 7 pendant un mois. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas continuer, il n'y a pas de consommation. Les Grecs veulent rester dans l'euro, ils se sentent européens, ils n'ont pas à le prouver, mais l'austérité, les réformes qui leur sont appliquées, il faut qu'il y ait des résultats. Or, plus ils font de sacrifices, plus les déficits se creusent et moins il y a de résultats. Il y a une politique ultralibérale qui est appliquée dans l'Union européenne et il y a, en tout cas c'est ce que pense une grande partie des Grecs qui ont rejeté aux dernières élections l'austérité à plus de 60%, ils veulent une autre politique, une politique de croissance, une politique de relance. Et ce n'est que une fois qu'on a eu ce vote de rejet massif qui fait peur au reste de l'Europe de l'austérité, qu'on commence à parler croissance. Il faut qu'il y ait un plan Marshall. On en parlait en février lors des énormes manifestations. Je rappelle qu'en février, la moitié d'Athènes a flambé, il y a eu 40 bâtiments qui ont été incendiés, il y a eu des blessés dans les manifestations. Ce n'est qu'après qu'on a commencé à dire, bon, l'austérité finalement, ça ne va pas porter ses fruits, il faut une relance. Si les Grecs avaient le sentiment qu'il y a une lumière au bout du tunnel, qu'il y a une croissance, qu'ils ne vont pas entamer une 6e, 7e, 8e année de récession, on est dans la 5e année de récession, c'est un phénomène unique depuis 1945 en Europe, il n'y a jamais eu aucun autre pays européen qui était dans cette récession, et là, pour les 6 premiers mois de 2012, on est déjà à moins 6%. Donc oui, austérité, mais avec relance. Merci Angélique. Et puis songez qu'avec la crise, certains feux de signalisation ne s'allument plus qu'au rouge en Grèce aujourd'hui. Le feu vert effectivement n'est plus entretenu. C'est bon signe pour les prochaines élections. C'est bon signe pour les prochaines élections si le feu rouge simplement fonctionne. Ben oui, c'est ce qui s'est passé à la précédente élection, malheureusement qui n'est pas entièrement confirmée. Les Grecs ont entre leurs mains leur destin. Il y a en effet à travers Syriza et donc Alexis Tsipras et son parti, une option qui est une option raisonnable de sortie de crise en restant dans l'Union euro. C'est l'option qui a été défendue en France
par le parti de gauche depuis l'origine, par le Front de gauche et par Jean-Luc Mélenchon. Bon, mais vous êtes isolé, je le rappelle, sur la scène européenne aujourd'hui. Oui, mais peu importe. Et puis ce n'est pas la position défendue par la France non plus. Mais peu importe. Par les créanciers, c'est un peu ça le problème. Par les créanciers. On va parler des créanciers parce que nous sommes très bien placés sur ce plan-là, la France. Si vous me laissez juste terminer ma phrase, je ne prétends pas que nous soyons majoritaires. Je dis, je le prouve et je le démontre, et personne n'a démontré le contraire, que la stratégie que nous proposons est la seule qui soit viable. On ne peut pas sortir de cette crise sans retour de l'activité et de l'emploi, sans réarmement fiscal des États pour qu'effectivement ils fassent rentrer les recettes fiscales, sans investissement durable qui fasse de la croissance et de l'emploi, la Grèce sans attend les réforme signes de la Banque l'Europe, centrale. Mais il ne va rien se passer, en tous les cas, jusqu'au 17 juin pour ces élections législatives qui apparaissent d'ailleurs comme un référendum pour ou contre l'euro. Qui veut répondre à Jacques Généreux pour les arguments qu'il a mis en avant? Moi, je pense que je suis assez d'accord qu'il faut de la croissance. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord aussi avec Angélique qu'il faut relancer l'investissement, la croissance. On est tous d'accord. Maintenant, le problème, c'est que l'État grec est en cessation de paiement. Il est en faillite. Donc, ça veut dire quelque part que pour réconcilier les deux, à mon avis, c'est l'austérité aux États et la relance au niveau de l'Europe. C'est de là que ça va se situer. Maintenant, est-ce que politiquement, on est prêt au niveau de l'Allemagne, au niveau même de la France, où on a aussi des problèmes de déficit, est-ce qu'on est prêt à lâcher les vannes budgétaires pour aider nos amis grecs? C'est un vrai choix politique au niveau européen. Certains disent que la sortie de la Grèce de l'euro serait une catastrophe pour l'ensemble de la zone. Est-ce votre sentiment, Monsieur Laskin? Alors, une catastrophe, encore une fois, les montants sont essentiellement portés par les États, institutions publiques et par les banques. Donc on pourrait penser que finalement c'est pas si grave. En réalité, ce qui est gênant, c'est qu'en cas de sortie de la Grèce de l'euro, il y aura une perte importante de 66 milliards pour l'État français qui va devoir être comblée, et on peut craindre à la suite de cette opération une dégradation de la note. Nous avons déjà perdu notre triple A et on pourrait encore avoir notre note dégradée. Dans les banques, on a à peu près 37 milliards d'engagements. Ils ont été énormément provisionnés. On pourrait penser que c'est pas grave, mais derrière, on ne peut pas imaginer que les banques ainsi appauvries vont pouvoir continuer de distribuer des crédits. Donc il y aura un impact de second tour assez important au niveau de la note des États, des taux d'intérêt et du financement que pourront apporter les banques. Et pour la France particulièrement, qui est le pays le plus exposé en cas de sortie de la Grèce de la zone euro, nous sommes donc le pays qui est le premier créancier, vous l'avez rappelé, la dette publique et la dette privée. Et également, on est le premier investisseur dans le pays, devant l'Allemagne. C'est ce que nous rappelle Fabrice Cunet. Si la Grèce abandonnait l'euro pour un retour au drachme, la France serait l'un des pays les plus directement concernés. Une nouvelle monnaie très dévaluée aurait d'abord des conséquences directes sur les échanges commerciaux et financiers. Or, la France exporte beaucoup vers la Grèce. L'excédent commercial atteignait quasiment 2 milliards d'euros en 2010. Mieux, elle est l'un des premiers investisseurs dans le pays où pas moins de 150 entreprises à participation française sont par exemple installées. Une monnaie grecque affaiblie serait synonyme d'un manque à gagner important. Mais il y a surtout les risques liés à la dette et une éventuelle banqueroute grecque. La France, État et banques confondus, détient un peu moins de 100 milliards d'euros de cette dette. Au G8, comme dans les milieux financiers, pour beaucoup d'observateurs, la Grèce aurait plus à perdre qu'à gagner à quitter la zone euro. Un cas de figure que l'Europe n'a de toute façon pas prévu dans ses textes. Les négociations pour une telle sortie seraient donc très longues et compliquées. Dans le doute, les Grecs se sont rués au guichet pour retirer une partie de leurs économies, toujours en euros. Alors, on imagine donc l'impact pour la France d'une sortie de la Grèce de la zone euro. La France, dans ce cas-là, aurait encore plus de mal, j'imagine, à respecter ses engagements de réduction de déficit, qui ont été réaffirmés d'ailleurs aujourd'hui à Berlin. Non, elle aurait du mal. Là, on a parlé tout à l'heure de la dette immédiate, mais il faudra remettre au pot. Et alors là, on voit mal comment est-ce qu'on va pouvoir financièrement remettre au pot. On a mis le premier plan Union européenne, FMI, c'était 101 milliards, alors on a mis 130 milliards et on a abandonné 100 milliards de dettes. On voit mal comment est-ce qu'un pays comme la France pourrait de nouveau participer. Jacques Généreux, est-ce que vous êtes rassuré par la nouvelle orientation en faveur de la croissance qui semble se dessiner en Europe sous l'impulsion de François Hollande, apparemment? Pour le moment, non, parce que ce n'est qu'un mot.
Et quand on regarde ce que la Commission européenne entend par croissance, que Mario Draghi entend par croissance, que d'autres gouvernants en Europe appellent par nécessité de la croissance, c'est de la croissance par des mesures de flexibilisation du marché du travail, ce qu'on appelle les réformes structurelles, voire par la baisse des coûts salariaux, c'est-à-dire par des mesures qui, outre le fait qu'on peut, c'est mon cas, contester radicalement leur efficacité, et le fait qu'en tout cas, si jamais elles pouvaient en quoi que ce soit stimuler un petit peu l'activité et la croissance, c'est seulement à moyen et long terme. Donc ça n'est pas de cette croissance-là dont on a besoin. On a besoin d'un plan massif aujourd'hui d'investissement public en Europe pour rétablir l'activité et l'emploi. Mais je vous rassure, là où on peut être rassuré en réalité, je vais vous dire, moi, personnellement, je le suis. Pour qui? Pour la Grèce? C'est que, oui, c'est que la Grèce ne va pas sortir de l'euro. Comprenez bien ceci. Les Grecs ne veulent pas. Pardon. Donc, des Grecs qui ont déjà été suffisamment violentés par les plans d'ajustement avec la sanction électorale que l'on a vue. Vous croyez que quels leaders politiques, notamment dans ceux qui montent à gauche, vont aller se mettre à dos le soutien des Grecs dont ils auront absolument besoin? Donc la Grèce ne sortira pas, parce que pour elle, ça pourrait être une catastrophe. Parce qu'elle, bien sûr, elle ne pourrait plus du tout payer sa dette. Une drachme dévaluée de 50%, ça veut dire une dette en euros doublée. Elle ne pourrait, donc elle ferait cessation de paiement immédiatement. Mais surtout, il y a un risque de faillite bancaire, de panique bancaire, etc. Il y a une inflation immédiate sur tous les produits importés. Donc les Grecs n'en veulent pas et ils ont raison. Et donc pour cette raison, la Grèce ne sortira pas de l'euro. Ceux qui évoquent la sortie de l'euro aujourd'hui, ce sont certains Européens qui en quelque sorte diraient après tout, c'est la solution de facilité pour se débarrasser du fardeau grec. Mais comme on ne peut pas les foutre dehors, eh bien ils vont rester. Alors j'aurais entendu il y a deux économistes de tendance libérale en face de vous. J'ai l'impression qu'ils approuvent tout ce que vous dites, Jacques Généreux. Oui, pas tout à fait. Vous avez noté ça? Ce que je dis, c'est le bon sens économique. Alors, vous avez une contradiction à apporter sur un point? Moi, j'ai deux remarques. C'est quand même que les Grecs ne peuvent pas décider, mais quelque part, ils dépendent encore une fois de leurs créanciers. Si leurs créanciers ferment les vannes, ils n'ont plus de quoi payer les salaires, les retraites, les impôts. Et donc, quelque part, ils doivent dévaluer, créer de la monnaie pour pouvoir ensuite payer ces dépenses-là. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement une sortie de la zone euro de la Grèce serait très coûteuse pour les Grecs eux-mêmes, puisqu'ils importent plus qu'ils n'exportent. On est d'accord, ça va leur coûter plus cher. Ils confirment donc mes propos. Oui, mais pas sur les solutions quand même, hein, peut-être. Vous réclamez des réformes de structure, on réclame, sur le marché du travail. Sur le fait que les Grecs ne veuillent pas sortir de l'euro, on les comprend. Ils vont se sentir abandonnés de l'Europe en général. Ce sont des pertes financières importantes. Le problème, c'est que il y a des échéances, il y a des contreparties et les conditions qui ont été posées par l'Union européenne et par le FMI les obligent à tenir un programme qu'ils ne veulent pas tenir non plus. Donc ce qui peut se passer dans ce cas-là, s'ils ne veulent pas, eh bien c'est ce qu'on appelle la banqueroute non préparée, non organisée. À un moment, durant l'été, au mois de juillet, on peut plus payer, on arrête de payer les créanciers. Et on est déclaré en banqueroute et après, eh bien, on règle les problèmes. Mais de toute manière, malheureusement, veuille ou veuille pas, c'est pas tellement le problème. Le jour où ils pourront plus payer les créanciers, ils seront déclarés en banqueroute et il y aura un processus qui se mettra en marche. Question du nouvelobs.com aujourd'hui, la sortie de la Grèce est-elle souhaitable? Et vous avez répondu majoritairement non à 59%. Merci à tous, merci Jacques Généreux. Vous allez retrouver Monsieur Tsipras, n'est-ce pas, et qui tient une nouvelle réunion publique avec Monsieur Mélenchon. En plein air, donc peut-être sous la pluie. Toujours en plein air, bien sûr. Merci. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, la Cité du livre, présentée par Émilie Aubry. À demain, bonsoir. Anniversaire, mariage, naissance, au fil des années, ils ont filmé leur famille dans ces appartements tout neufs où ils avaient emménagé. On se retrouvait tous à démarrer ensemble dans cette nouvelle cité. C'était dans l'Essonne,
et cela avait le parfum du bonheur. Nous sommes arrivés donc dans la tour en 1973, elle n'était pas encore totalement habitée. Et on n'avait pas du tout l'impression de vivre dans un immeuble insalubre ou dans un quartier pourri. Ils ont filmé les grands ensembles. Ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Rendez-vous pour une émission spéciale d'une campagne à l'autre. Plusieurs des Français que nous avons rencontrés sur leur lieu de travail ou chez eux viendront commenter le résultat de l'élection présidentielle. Ils nous diront ce qu'ils attendent du président de la République, François Hollande. D'une campagne à l'autre, la spéciale, présentée par Pierre-Henri Gergonne, jeudi à 18h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.